l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au pied de la Cordillère des Andes, au cœur d'une des vallées viticoles les plus connues du monde, Mendoza. Depuis quelques années, la vallée exerce un attrait bien particulier pour les winemakers stars du monde entier. Terroir exceptionnel, climat privilégié pour la viticulture entre le soleil argentin et la fraîcheur de la Cordillère des Andes, irrigation développée depuis des siècles pour capter l'eau des montagnes, Mendoza a tout pour plaire. Aujourd'hui, une immersion au cœur du continent sud-américain, aux côtés des Français tombés amoureux de la vallée viticole la plus connue d'Argentine. Pour commencer cet épisode, nous avons rendez-vous dans un café de la ville de Mendoza avec Gérald Gabillet. Après 20 ans de carrière à Bordeaux, il est aujourd'hui gérant et maître de chai de Cheval des Andes. Le domaine est né en 1999 de la rencontre entre Cheval Blanc, le mythique premier cru classé A de Saint-Émilion, et le fameux domaine argentin Terrazza de Los Andes. Gérald Gabillet nous raconte ce qu'est exactement Cheval des Andes entre Bordeaux et Mendoza. C'est l'association en fait de deux propriétés viticoles, une française qui est assez connue dans l'industrie du vin, qui s'appelle Château Cheval Blanc à Saint-Émilion, et de l'autre côté une propriété argentine qui appartient à un groupe français, Bodega Terrazas de Los Andes, qui est une bodega qui a été créée à la fin des années 90 par le groupe Motenesi. En fait, cette bodega a été créé pour représenter les vins tranquilles de Chandon Argentine depuis près de 30 ans maintenant. Vous avez beaucoup d'exemples à Bordeaux de propriétés très connues qui se sont associées en Californie, au Chili ou même en Argentine. Concrètement, comment se nouent ces alliances ? Dans le cas de Cheval Blanc, tout a commencé à la fin des années 90, quand Pierre Lurton, envoyé par Moët Hennessy pour lui trouver un partenariat en Argentine, a fait la connaissance du directeur technique de Terrazas de Los Andes. C'était Roberto de la Mota, fils de Raúl de la Mota, un personnage très important de la vallée de Mendoza et un ami intime d'Émile Penot. Roberto de la Mota était le trait d'union parfait entre Bordeaux et la vallée de Mendoza. Roberto était connecté avec Bordeaux grâce à son père et admiratif des grands vins de Bordeaux et bien sûr a très bien compris ce que recherchait Pierre et est allé de suite au but en lui montrant des parcelles de pieds francs de 1929, voilà, des choses qui n'existent plus, quasiment plus en Europe. Et bien sûr Pierre, ça lui a plu, ça a fait la connexion aussi historique avec Bordeaux et bien évidemment il est tombé aussi amoureux de Mendoza et du paysage de Mendoza, qui est vraiment quelque chose de particulier pour les Bordelais. Ici, on est en altitude, nous on a des fincas qui sont à 1070, 1080 mètres d'altitude. Vous imaginez quand on est au niveau de la mer à Bordeaux, on est au pied de la Cordillère des Andes et c'est vrai que ça nous dépayse complètement. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français à Mendoza ? C'est quoi le lien entre la France et cette vallée ? Mendoza et Bordeaux ont été connectés, ont une connexion forte historique grâce à un personnage, c'est Paul-Aimé Pouget, qui était un ingénieur agronome qui avait été sollicité par les gouvernements argentins et chiliens pour en fait développer les vignobles ici en Amérique du Sud. Et lui, en fait, il est venu dans sa mallette avec des cépages bordelais au XIXe siècle. Et en fait, il a recommandé la plantation du Cabernet du Cabernet Sauvignon au Chili et ici en Argentine et plus particulièrement en Mendoza, du Malbec et du Cabernet Sauvignon. On oublie que les vignobles bordelais, notamment la rive droite, étaient principalement plantés avec du Malbec au XIXe siècle, avant la crise du phylloxéra. Et il a été remplacé après la crise du phylloxéra par le merlot. Donc au final, il y a une part de notre histoire ici, c'est ce qui fait que pour les Bordelais, je pense que c'est très particulier. Malbec Cabernet Sauvignon, c'est de l'assemblage historique de Bordeaux au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on le retrouve ici, 150 ans plus tard, en Amérique du Sud, au pied de la Cordillère des Andes. On ne cherche pas à faire un vin bordelais ici en Argentine, au contraire.
Alors, on est vraiment, moi ça fait presque 4 ans que je suis ici. On a cherché à comprendre ce que sont les terroirs de Mendoza. Alors, nous en plus on a 2 fincas à 80 km de distance. La finca principale de 32 hectares, elle est à Las Compuertas, c'est aux portes de Mendoza, à Luján de Cuyo, un des vignobles les plus anciens de Mendoza. Et on a aussi un autre vignoble plus au sud, dans la fameuse vallée des Uco, qui était la partie prometteuse dans les années 90, qui aujourd'hui se révèle un des grands vignobles de Mendoza. Donc on a 2 terroirs très intéressants, différents, mais très complémentaires. Et ce que Cheval Blanc souhaitait faire, c'était vraiment de comprendre ces terroirs et interpréter ces terroirs, et de voir comment ils pourraient être complémentaires. Peut-être que la clé est justement de ne pas essayer de produire un vin français, mais de créer un vin qui soit profondément ancré dans son terroir et dans sa culture. Justement, selon vous, quelle est l'image du vin de la vallée de Mendoza dans le monde? Et aujourd'hui, on a une image qui a bien changé et qui est très positive. On a vraiment une représentativité à l'étranger, et je pense que c'est ça aujourd'hui. Les vins argentins, en fait, c'était des vins qui se vendaient beaucoup dans le marché intérieur, parce que déjà c'est un pays protectionniste, très taxé sur les vins étrangers. Il y a une vraie passion pour le vin ici en Argentine, c'est assez impressionnant. Et ce qui manquait, ce qui est un peu particulier, en fait, le vignoble de Mendoza est plus grand que le vignoble de Bordeaux, et il n'y avait pas d'indication géographique, ou il n'y avait pas d'appellation d'origine contrôlée. Et aujourd'hui, ça y est, enfin, ça fait quelques années que se créent des indications géographiques, Las Compuertas, indications géographiques Altamira, Chacalles, Gualtajari. Ils ont compris qu'en fait, il fallait aider le consommateur à comprendre, parce qu'il y a une hétérogénéité de terroirs. En ce moment, en Argentine, c'est le gros boom. Il y a beaucoup de nouvelles bodegas, de produits qui font parler, de création de produits, et c'est vrai que c'est très intéressant. En effet, les vins de Mendoza sont aussi différents qu'il y a de terroirs divers dans la vallée, et cela intrigue les vignerons du monde entier. Allons justement à la rencontre d'un autre responsable de domaine français à Mendoza, Guillaume Bousquet. Depuis quelques années, Guillaume Bousquet a repris avec sa sœur et son beau-frère le domaine Bousquet, que leur père Jean avait fondé en 1998 après avoir été vigneron dans le Languedoc. Le domaine Bousquet, déjà, donc, c'est un domaine familial, et ça c'est important parce que ça a été créé par mon papa, et on est toujours là avec. Nous avons repris avec ma sœur et mon beau-frère l'entreprise. C'est une génération supplémentaire qui reprend le flambeau. C'est français dans le style des vins surtout. Après, c'est un domaine qui a une particularité depuis le début, qui nous a beaucoup différenciés, qui nous a permis d'avoir des positionnements sur les marchés très tôt différenciateurs, puisque nous sommes le leader et le pionnier dans la viticulture biologique. Donc dès le début de notre installation, nous avons suivi une culture biologique en profitant de la nature de nos sols, puisque nous avons planté sur des sols qui n'avaient jamais été plantés au début, qui n'avaient jamais été arpentés par l'homme, on va dire. Ayant repris des parcelles qui n'avaient jamais été cultivées, Jean Bousquet avait décidé de ne pas utiliser de pesticides, créant ainsi un des premiers domaines viticoles bio de la vallée de Mendoza. Donc le domaine, c'est un domaine qui est sur des terroirs très particuliers et de très haute qualité. Ça, c'était le choix qu'avait fait mon père de s'installer dans la vallée des Uco, qui est une vallée qui surplombe Mendoza, qui est dans les dans les dernières hautes plaines de Mendoza, 1200-1300 mètres d'altitude. C'est un terroir aujourd'hui qui est reconnu par beaucoup comme un des meilleurs terroirs d'Argentine, mais bon, à l'époque aussi, c'était pas le cas. Il était très peu planté, ce terroir-là. Et selon vous, qu'est-ce qui amène les Français à venir développer une activité vinicole ici, dans la vallée de Mendoza ? Voilà la question clé, la question phare. Il y a chacun a ses raisons pour avoir discuté avec beaucoup de nos voisins européens, que ce soit des Italiens, des Espagnols, des Français. Chacun a ses raisons, mais c'est vrai qu'il y a souvent un point commun à venir sur ce terroir. Sur ces terroirs-là, c'est la qualité des vins que ces terroirs permettent de produire. Et en tout cas, c'est ce qu'avait décidé mon père. Enfin, ce qui a décidé mon père d'aller là-bas, c'était vraiment d'être sur un terroir où il peut faire, moi je me rappelle toujours, je le vois toujours nous dire c'est un terroir incroyable, parce que c'est un terroir où on peut faire des très bons blancs, on peut faire des très bons rouges, on peut avoir des volumes importants, et en ayant des risques climatologiques très faibles. Le côté bio en plus était là, lié au terroir, le côté le vivre dans un terroir où il y a peu de pesticides, enfin pas de pesticides et de produits chimiques
À l'inverse de notre passage par le Languedoc, où on était dans une culture de volume, où il fallait à tout prix maîtriser les volumes, donc on usait des produits chimiques sans savoir trop pourquoi, à foison, et on vivait là. Moi je suis né dans la propriété, je revois mon père sulfater avec des produits chimiques 10 à 15 fois par an quand il fallait, et moi je m'amusais au foot dans les rangées de vignes et j'avais des produits chimiques qui se baladaient au-dessus de moi. À l'époque on s'en fichait un petit peu, mais il y a eu ça aussi dans son déclic à lui, c'est de trouver un terroir où naturellement on peut faire du vin en fait. Depuis 20 ans que vous êtes ici, quelle évolution est-ce que vous avez pu constater ? Ce que l'on voit, que l'on ne voyait pas il y a 15 ans, bien sûr, c'est des propriétés qui ont pris le virage du tourisme par exemple, parce que des propriétés on a toujours eu. Moi je déteste qu'on dise que nous sommes des producteurs du Nouveau Monde, parce que l'Argentine est tout sauf un pays du Nouveau Monde. Moi j'ai des voisins qui ont 3-4 générations derrière eux de viticulture, donc c'est une centaine d'années de vignes derrière eux. Donc l'Argentine a toujours eu des wineries, a toujours eu des plants de vigne, a toujours cultivé la vigne. Que ça n'a pas trop changé. Alors bien sûr ça s'est modernisé, il y a des grands projets, des grandes wineries qui sont arrivées avec des projets architecturaux les plus fous, parce que forcément il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui font ça bien et qui font des belles choses. Donc il y a ce côté moderne qui est arrivé dans les 25 dernières années, notamment beaucoup de Bordelais qui sont venus effectivement avec une expérience et une vision de l'architecture différente et très intéressante. Et après, ce que moi j'ai vu vraiment qui m'a marqué, c'est le passage à l'onotourisme. C'était des régions avant qui étaient productrices et qui produisaient des vins, on le savait, on savait qu'on pouvait boire du vin et du bon vin là-bas, il n'y avait pas de problème. Mais on ne savait pas forcément qu'on pouvait rester dans la région, qu'on pouvait trouver des hôtels atypiques, des tables, une offre gastronomique hyper intéressante et variée, et des activités autour du vin et de l'agriculture en général très intéressantes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, n'existait pas ou très peu. Et aujourd'hui, chaque bodega a une offre touristique, chaque bodega a vraiment un budget pour développer l'onotourisme, et ça marche. Et parfois, on a l'impression qu'en Europe, on connaît plus Mendoza pour l'onotourisme, pour son parcours onotouristique, que pour la qualité de ses vins. Il faut différencier les choses. C'est-à-dire que si vous parlez de Mendoza en Europe, vous partez de loin, parce qu'il y a une offre tellement forte et tellement bonne en Europe, entre l'Espagne, l'Italie et la France, pour ne citer que c'est difficile. Donc déjà en Europe, la conscience des gens sur Mendoza est plus faible, les gens ont moins de connaissances, ils ne voient pas trop où c'est, ils ne savent pas trop ce que c'est. Alors nous, il y a des choses qui nous aident par rapport à d'autres pays comme le Chili par exemple, c'est qu'on a je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont attachés à l'Argentine, ils aiment bien ce pays pour ce qu'il représente. On a le Malbec qui est un cépage qui est un peu un porte-drapeau de l'Argentine, qui est connu en France et qui est connu aussi en Europe en général. Donc on a des choses qui nous raccrochent, mais ça n'empêche qu'on part de très loin. Maintenant vous allez aux États-Unis, les vins argentins ont une autre image, une image beaucoup plus positive, et surtout des gens ont plus de connaissances sur l'Argentine. Ils ont plus de connaissances parce qu'ils en boivent plus souvent, donc quand ils en boivent plus souvent, ils s'intéressent un peu plus, et du coup ils ont une offre de produits qui est plus large, donc ils peuvent aller chercher des différents terroirs, ils peuvent aller chercher des altitudes, des cépages différents, et donc vraiment aller creuser le truc. Peut-être que c'est justement par l'onotourisme que l'Europe va découvrir toute la diversité des vins de Mendoza. L'évolution dans les prochaines années, ça dépend de quelle prisme on prend. Nous, forcément, on pense que l'évolution va être positive parce que on croit vraiment dans le développement du vin biologique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que de plus en plus de gens vont boire du vin bio. Je pense que de plus en plus de producteurs vont produire du vin bio. Sauf que chez nous, encore une fois, les conditions sont vraiment idéales pour faire du vin bio. Et c'est le terroir qui nous le permet. C'est l'endroit où on est, c'est cette pluviométrie qui est très faible, cet ensoleillement qui est très fort, cette altitude qui nous permet d'avoir les amplitudes thermiques très importantes. Toutes ces caractéristiques font qu'il est facile de faire des vins bio chez nous. Et donc s'il est facile de faire des vins bio chez nous, on n'a pas de contraintes de qualité ni de quantité. Donc on peut faire des bons vins en quantité. Après, plus généralement, pour sortir du bio, je pense que l'Argentine, comme je le disais, est installée et va continuer à être dans l'échiquier mondial de la production du vin. Parce que c'est des terres qui sont agricoles dans la terre, mais aussi dans la philosophie. Ce sont des pays qui donnent beaucoup d'importance à l'agriculture, qui sont vraiment des défenseurs de l'agriculture. Je pense que l'horizon est positif. Après, à nous aussi, les viticulteurs, de continuer à bien sûr produire des vins
qui soit dans les bons prix des marchés, qui soit dans la qualité qui est attendue. Si en plus le tourisme, parce que j'insiste là-dessus, mais faire venir les gens chez nous, voir qui nous sommes et voir ce que l'on fait, ça permet aussi d'avoir des relais un peu plus importants commercialement. Donc je suis très, très optimiste pour la suite. Les Français installés en Argentine l'ont bien compris. La plus grande chance de la vallée de Mendoza, c'est son terroir. La cordillère des Andes qui domine les hauts plateaux, les vignes sous le soleil 300 jours par an et l'eau qui ruisselle des montagnes. Et c'est sans doute cela qui amènera le monde entier à s'intéresser enfin à l'excellent vin de la vallée, grâce à un œnotourisme qui se développe de façon galopante et qui fait la fierté de l'Argentine. Parce qu'on ne peut déguster du vin argentin sans penser aussi à ces vignes surplombées par la cordillère des Andes, en plein cœur du continent sud-américain. Cet épisode a été conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.